elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance. Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Mélissa Lavo. Pour être en colère, il faut que ce soit une colère productive. Il faut que ça m'amène quelque part. Il faut que ça me propulse quelque part. Vous qui me suivez un peu, qui connaissez l'émission, vous savez que parfois je me fais des fixettes musicales. La dernière en date s'appelle Mélissa Lavo et j'ai eu envie de la partager avec vous. Je suis tombée en amour pour sa guitare électrique dont elle joue comme une gratte sèche, pour sa voix puissante qui semble toujours à 2 doigts de se briser et pour ses chants qui parlent d'Haïti, l'île où ses parents sont nés. Petit maman, petit maman, chili patate, que la voile manger, chili patate, que la manger, Vous vous apprêtez à écouter le dernier épisode de la saison 2 de La Poudre. Après, je vous laisserai l'été pour écouter ou réécouter les émissions passées, avant de revenir encore plus déterminée à la rentrée. En attendant, je vous laisse avec Mélissa Lavo, dont la voix et la vision du monde sont déjà un peu un voyage. Avec Mélissa Lavo, nous avons parlé de vaudou, de colère et de maquillage. Mélissa Lavo, vous êtes autrice, compositrice et interprète d'une musique qui ne quitte pas mes oreilles depuis que je vous ai découverte il y a un peu plus d'1 mois. Avant même de savoir quoi que ce soit de vous et des chansons que je fredonne du matin au soir à force de les écouter en boucle, je vous aimais d'amour. Puis j'ai découvert l'histoire de Radio Sewell, qui est votre 3e et plus récent album. Et je vous ai aimé encore plus. J'ai découvert que pour composer ces chants en créole, vous aviez enquêté sur la terre natale de vos parents, en Haïti, et ressuscité des comptines traditionnelles, des airs vaudous, comme autant de chants de résistance politique. On en reparlera bien sûr tout à l'heure plus en profondeur. Ma théorie, Mélissa, c'est que tout cela, avant même de le savoir, je le sentais. Et je me demandais si pour vous, la musique avait une sorte de pouvoir politique et voire même magique. Oui, la musique pour moi est assez spéciale parce que c'est quelque chose de démocratique. Tout le monde y a accès. On peut faire de la musique avec très peu de moyens, avec une économie très réduite. Et du coup, elle appartient à tout le monde. Et en cela, c'est assez intéressant parce que dès qu'on a une idée un peu révolutionnaire, en fait, elle se propage beaucoup plus facilement par la musique parce que la musique, on la retient. Les airs sont infectieux, ça se passe de bouche à oreille, c'est gratuit. Transmettre de la musique, c'est limite gratuit. Et pour moi, c'est limite politique en soi. C'est un acte militant en soi de pouvoir proliférer un message, de proliférer sa voix et ce qu'on revendique. Alors Mélissa Lavo, dans La Poudre, on essaye de revenir un peu en arrière pour comprendre comment se sont construites les femmes qui font l'époque. Donc on va remonter en arrière ensemble. Vous êtes canadienne, vous êtes née à Montréal, au Québec, mais vous avez grandi à Ottawa, dans l'Ontario. Comment c'était de grandir à Ottawa ?
Ottawa, c'est la capitale nationale du Canada, mais c'est aussi la ville la plus calme. Les gens sont assez tranquilles. Et en même temps, moi, je les trouve un peu coquins. Moi, j'ai quand même travaillé au sex shop de la ville, genre le bon sex shop féministe de la ville, mais ça, c'est beaucoup plus tard. J'ai pas travaillé là quand j'avais 6 ans, par exemple, quand on est arrivé à Ottawa. Mes parents se connaissent depuis l'âge de 12 ans. Il y a une dictature. Ils sont partis. Mon père d'abord. Il a fait venir ma mère à Montréal. Ils sont mariés 10 ans plus tard. Ils ont eu ma sœur assez vite. Ma mère a voulu divorcer mon père parce qu'ils ne s'entendaient plus, même s'ils sont super amis. Ils restent amis et tout, mais ma mère a eu un cancer quelques années plus tard. Et du coup, mon père est revenu pour s'occuper de ma sœur. Et en s'occupant de ma sœur, il a mis ma mère enceinte encore. Et du coup, ils sont remis ensemble. Et du coup, quand moi, j'ai passé 2 ans à Montréal parce que mon père ne travaillait jamais à Montréal. Il travaillait toujours dans le conseil d'école scolaire d'Ontario anglophone. Et ma mère dans le conseil d'école catholique secondaire francophone. Et du coup, ils ont voulu se rejoindre à Toronto, où on a passé que 4 ans parce que mes parents sont redivorcés. Oh là là, mais ils ont une histoire incroyable. Ils ont une histoire hyper incroyable. Personnage romanesque. Ouais, mais ils sont encore potes. Et quand on est arrivé à Ottawa, à l'âge de 6 ans, mes parents, ils ont fait construire une maison. Donc, on a attendu pas mal de temps avant d'emménager dans notre propre maison. Pour mes parents, c'était assez important qu'on soit propriétaire d'une maison, qu'on soit quelque part d'où on ne peut pas être délogé. Vu que mes parents étaient des exilés, des rescapés de la dictature du Valier. Et du coup, ils ont acheté une maison que ma mère étant très pieuse, ses amis de l'église lui disaient toujours « Oui, cette maison est un cadeau de Dieu » parce qu'ils l'ont eu pour une mie de pain et tout. Mais après ça, quand on la regarde, la maison, c'est une grande maison, elle est assez solide et mon père a beaucoup investi dans cette maison. Mais c'est une maison toute simple, un peu comme des quartiers de banlieue nord-américaine. Tout le monde dans le quartier avait un mûrier devant. Tout le monde avait... C'est vraiment les little boxes de... Les petites boîtes. Ouais, quand on parle dans la série Weeds, la chanson de la thème, la générique. Je la vois très bien. Et c'était un little boxes, c'est une petite boîte, mais grande. Et j'ai grandi dedans. J'ai grandi avec mon vélo, quartier hyper tranquille d'Ottawa du Sud. Pas grand-chose, juste mes livres, la télévision, mon vélo. C'était les 3 gros trucs dans ma jeunesse. Et j'ai passé la plupart de ma jeunesse à lire entre 2h et 4h du matin, voire 5h du matin, pour me rendormir et me réveiller à 6h. Et jusqu'à aujourd'hui, je me réveille toujours à 2h du matin, 3h du matin, dans l'attente de quelque chose, ou pour lire quelque chose, ou pour envoyer des messages, ou pour tirer des cartes. On sait jamais. J'ai appris l'année passée que c'est normal parce que c'est the witching hour, à 2h du matin, 2h et 3h du matin. La plupart des gens, ils meurent à cette heure-là. S'ils sont dans un coma, s'ils sont entre la vie et la mort. Comment on traduirait en français witching hour? L'heure de la sorcière? L'heure de la sorcellerie ou L'heure de la sorcellerie, ouais. Ouais. Et, j'adore, je connaissais pas la witching hour. Ah ouais, la witching hour, c'est ça tout me un plaît truc. beaucoup. Pour moi, c'est l'heure à laquelle, si on dort bien, c'est l'heure à laquelle notre pouls se ralentit le plus. Et on s'envole ouais, dans notre monde. Ouais. J'adore l'idée. Moi, je me réveille à cette heure. Je me réveille, il faut faire des choses magiques, je pense. Et du coup, j'ai gardé ça de mon enfance. Et j'ai passé mon adolescence aussi un peu comme ça. J'étais très studieuse, j'étais déléguée de classe. J'ai jamais été populaire, j'ai jamais été la fille qu'on aime, parce que j'étais dans une école privée, un lycée français d'Ottawa qui s'appelle Paul Claudel. Et j'ai jamais été la fille vraiment populaire. Par contre, j'étais la fille sur laquelle tout le monde pouvait dépendre. Et même les profs. Et quand ça allait mal, tout le monde le remarquait parce que j'étais un peu la colle de certains éléments de la fabrique sociale de ma classe. On appelle ça être un papillon social, social butterfly. Ouais. Mais sans être populaire, sans avoir grande notoriété ou quoi que ce soit. Juste camarade de classe, pote de tout le monde. J'ai pas vraiment d'ennemis et je passe comme ça en coasting. Et vous l'avez rappelé en passant, vos parents ont fui la dictature du Valier en Haïti dans les années 60.
faut quand même rappeler que c'est un dictateur qui était président à vie jusqu'à sa mort en 71, voilà, qui est connu pour ses actes d'arrestation arbitraire, de condamnation à mort. Qui avait enchaîné avec la dictature de son fils. Voilà, qui a enchaîné avec son fils Jean-Claude Duvalier. Et moi, je voulais savoir si cet épisode politique, qui a quand même beaucoup marqué la vie de vos parents, et aussi l'histoire de l'île d'Haïti, qui est une île avec une histoire fascinante, qui est quand même le seul pays qui soit libéré de l'esclavage par lui-même en 1804. Est-ce que ça vous est transmis dans votre enfance, quand vous êtes petite fille, on vous parle de tout ça? Oui, quand je suis plus jeune, mon père est fan d'un livre très rare qu'il trouve, qui est vraiment, la couverture est en cuir, elle s'appelle Napoléon Noir. C'est surtout ça, une ouverture. Et je l'ai lu au moins 2-3 fois. C'est un livre qui parle de cette libération-là. Qui parle de la libération d'Haïti. Et pour mes parents, c'était super important qu'on sache qu'Haïti avait autant de prestige et qu'on appelait Haïti à l'époque la perle des Antilles. Malheureusement, j'ai appris récemment, il y a quelques années, que la perle des Antilles, c'est un truc que Napoléon appelait Haïti. Aïe. Et pour des raisons horribles comme le fait qu'Haïti soit Hispaniola, l'île d'Hispaniola, parce qu'Haïti, c'est la composition de Haïti à l'ouest et à l'est, la République dominicaine. Ouais. Donc Hispaniola, les deux parties de l'ensemble, c'est pas encore des nations, mais représentaient pas mal d'argent en fait. Financièrement, c'était le meilleur rendement de toutes les colonies mises ensemble, en fait. Donc on l'appelait pour ça, pour ces raisons-là, pas parce qu'elle était plus belle ou plus brillante. C'était à faire des Antilles parce que ça rapportait pas mal de sous. Et du coup, j'ai toujours eu une sorte de fierté par rapport à ça. Il y a pas mal d'enfants qui sont toujours genre j'aurais tellement voulu grandir canadienne, et je suis comme non, on est bien contents d'être haïtiens. Les enfants d'haïtiens en général sont hyper fiers d'être haïtiens parce que nos parents ils inculquent une fierté du pays. C'est le prestige d'avoir été la première république noire. Et en plus, chaque fois, ils en rajoutent des couches parce que tu en apprends de plus en plus au fur et à mesure qu'ils comprennent que tu peux mieux comprendre. Ouais. Du coup, genre, c'est pas seulement la première république noire, c'est vraiment le fait qu'il fallait se déclarer noir pour être haïtien, parce que c'était une république noire, du coup, genre n'importe qui venait, n'importe quoi, genre c'est le premier pays où les gens doivent se déclarer noir, tu te rends compte, même ça. Genre aujourd'hui, c'est fou ça, blablabla. Et puis, autant que mes parents sont pas particulièrement historiens, pour eux ça c'était vraiment vachement important. Après ça, la dictature, ils en parlent pas du tout parce que il y a eu des épisodes terribles qui ont précédé leur exil, je crois, des amis à eux qui ont été emprisonnés de façon complètement arbitraire, ils ont été menacés directement, assassinés. Il y a des amis un ami qui était journaliste qui a été assassiné devant sa femme et ses enfants et son épouse et complètement partie dans la dépression, et ma sœur est nommée pour cette femme. Elle a son nom, ok. Et elle s'appelle Cassandre. Et mes parents, ils en parlent pas beaucoup parce que c'était hyper violent. C'est un traumatisme. C'est un énorme traumatisme. Culturellement, je pense que les Haïtiens, ils ont pas vraiment envie de parler de cette période parce que c'est une période où on peut pas faire confiance à ses propres voisins, en fait. Ouais. Ses propres familles, n'importe qui pourrait dénoncer. Et de se trouver dans un pays qui est vraiment une forte république avec énormément de richesses, se retrouver à un endroit où les gens, il y avait vraiment un début de l'appauvrissement des Haïtiens, et c'était assez dur, en fait. Ouais. C'était dur à voir. Après ça, moi, ma famille n'a pas jamais grandi particulièrement riche ou quoi que ce soit. Je sais juste que ça s'est vraiment senti, en fait. C'est marrant parce que il y a pas mal d'histoires. Je pense surtout à l'œuvre de Marie Vieux-Chauvet, une féministe haïtienne, qui a écrit Amour, colère et folie, qui parlait de la dictature, mais de manière un peu... Elle a écrit un roman à l'eau de rose, entre 2-3 sœurs et tout. Et en fait, c'est marrant de voir comment elle a pu parler de la dictature à travers un roman à l'eau de rose, où tu sens la violence, tu sens la tension entre les lignes, quand elle parle de telle voisine est partie plusieurs jours, elle est revenue, elle était ensanglantée. Il y a des trucs qui sont vachement... La littérature de cette époque, elle est vachement triste et très belle. J'ai l'impression que c'est un peu la manière dont mes parents ils ont voulu nous élever ou nous laisser savoir ça c'était vachement dur, mais on va pas, ça sert à rien de vous montrer toute la violence. C'est discrétion envers les personnes qui ont vraiment souffert. Ouais, ça me fait penser aussi à
aux chansons de cet album Radio Sewell. Je crois qu'il y a une chanson qui s'appelle Angelico, où on croit que c'est une petite comptine marrante qui se moque de la femme du gouverneur, alors qu'en fait les propos sont extrêmement politiques. Oui. Et je vous ai entendu expliquer que c'est très haïtien en fait comme façon de faire, c'est-à-dire d'utiliser l'humour ou la petite histoire pour porter des choses qui sont beaucoup plus engagées. Qui sont beaucoup plus graves, ouais. Et il y a une économie des mots. Il y a tout ce qui va autour de dire elle sait pas faire à manger, elle sait pas tenir une maison, qui est assez fort, parce que dans la culture haïtienne, la femme, elle est, autant que c'est une culture sexiste comme tous les autres, et je jure qu'il y a sexisme un peu partout dans le monde, le patriarcat a atteint toutes les cultures, à part celles qui sont matriarcales, mais il en reste pas beaucoup, malheureusement. Il en reste pas beaucoup. Mais en Haïti, les femmes haïtiennes, elles ont énormément de pouvoir dans la maison, et c'est elles qui détiennent le pouvoir de la maison, c'est elles qui gèrent les économies, c'est elles qui savent qui rentre, qui sort. C'est vraiment des matriarches. Et votre mère, c'était ce genre de femme ? Moi, je dirais oui. Elle a connu une matriarche, ma grand-mère, qui était aussi une matriarche, mais malgré elle, qui s'est mariée à 18 ans, qui ne voulait pas se marier. Elle voulait voyager. Son père est mort, et du coup, ma grand-mère, elle a dû se marier et planter des racines et prendre des enfants. Ça l'a déprimée à fond. En tout cas, ma grand-mère, elle a pris ses ailes beaucoup plus tard, mais elle a pris ses ailes éventuellement. Elle a fait son voyage à 50 ans. Génial. Elle était tranquille. Mais ma mère, je pense qu'elle a appris ça de ma grand-mère, c'est clair. Et j'aurais bien voulu connaître ma grand-mère paternelle parce qu'elle aussi, c'est quelqu'un qui a su élever mon père avec presque aucune économie, de manière hyper autonome. Là, ce que mon père, il a un master et tout, dans un autre pays. Je trouve ça absolument fou. Le truc avec les femmes haïtiennes, c'est qu'elles ont... J'ai horreur du mot résilience. J'ai horreur du mot parce que je trouve que ça nécessite d'avoir énormément de souffrance derrière. Et je trouve que les femmes haïtiennes ne méritent pas de souffrir plus que ça. Ou du tout. Et en fait, les femmes haïtiennes, elles sont hyper résilientes et elles arrivent à faire de l'or avec 3 fois rien. Ouais. Et vous parlez de votre papa, je crois que c'est lui qui vous offre votre première guitare et qui vous initie un peu à la musique quand vous avez 12-13 ans, je crois. Oui, on rentre d'Haïti et mon père m'achète ma première guitare en rentrant d'Haïti. Je n'avais pas vraiment associé l'achat de la première guitare à mon voyage en Haïti parce qu'il y avait un mois de différence, je pense, parce que c'était en août que j'ai reçu ma première guitare. Je me souviens très très bien. Mais mon père, qui est tellement coquin, il dit « Mélissa, Mimi, j'ai trouvé une guitare, écoute, elle était à $30, mais j'ai trouvé à $15 au Value Village. » Parce que j'ai flirté avec la caissière. T'as vu comme ton père, il a encore du charme. Genre, j'ai pas envie de savoir ça. Et c'est grande jalousie, grande crise dans la famille, parce que ma sœur, elle avait déjà reçu la guitare de ma mère, mais elle n'arrivait pas à la jouer. Ma mère n'arrivait pas à jouer non plus. Et moi, je reçois une nouvelle guitare. Elle dit, moi, j'aurais pu jouer de la guitare si j'avais eu cette guitare-là. Je serais, mais elle est tout aussi pourrie que l'autre. Genre, elle est voire plus pourrie parce qu'elle est complètement warpée, elle est distendue et tout. Parce que j'ai grandi avec une guitare comme ça et qui a vachement qui a formé la manière dont je joue de la guitare en fingerpicking aujourd'hui. Parce que c'était une guitare qui était difficile. Ça veut dire quoi, fingerpicking ? Ça veut dire en décomposant les accords, c'est ça ? En décomposant les accords, ouais. en arpège, j'utilise jamais le médiator. Ouais. Et grâce à cette guitare qui était vachement difficile à jouer parce que les cordes étaient tellement détachées du manche que j'étais obligée de vraiment aller les chercher. Ouais. Et du coup, ça a développé mon style de guitare, malgré moi. Donc j'aurais pu jouer complètement différemment, j'aurais pu jouer en strumming et tout, mais j'avais une guitare toute pourrie qui a fait en sorte que je joue aujourd'hui la guitare de la même manière, en fait. Et voire, j'espère, un peu améliorée. Mais j'ai commencé avec la guitare espagnole, classique. Mon père m'a photocopié des encyclopédies entières de partitions de guitare espagnole et aussi des partitions de reprises de chansons des années 80 romantiques. Il avait des chansons de Lionel Richie et Stevie Wonder. Une belle entrée en matière. Pas mal. Vous diriez que vous êtes devenue femme ou que vous êtes née femme ? Je pense que j'ai choisi d'être femme. J'ai énormément de chance par le fait que c'est beaucoup plus facile d'être femme cisgenre dans le monde dans lequel on est. Mais je pense que j'ai vraiment choisi d'être femme et j'ai toujours été fascinée
par la féminité, parce que... Mais juste que je trouvais que les femmes étaient beaucoup plus fortes, directement. J'ai grandi avec ma mère autonome, qui était, pour moi, une figure féministe, mais quand même assez ambivalente. Du coup, ma mère est très homophobe, mais en même temps, c'est la première à me dire, si tu tombes enceinte, t'as un avortement direct. Parce qu'elle voyait pas du tout que je fasse de concessions par rapport à mes études. Elle dit, tu fais ce que tu veux. D'abord, tu deviens autonome par tes études, par ton économie, et après ça, tu fais des enfants. Et ça, c'est quelque chose qui a été vachement répété dès que j'étais très jeune. Et moi, j'ai été menstruée très jeune. Du coup, j'ai eu le poids d'être une femme... mais à 9 ans. Oh là là, ouais. Et... On n'est tellement pas prête à ça quand on a 9 ans. Non, c'est très rigolo parce qu'on se moquait avec mes amis des filles qui étaient menstruées, genre c'est dégueulasse et tout, parce qu'on apprend aux filles d'avoir un dégoût de leur corps et tout. Et je me souviens quand ça m'est arrivé, la première, j'étais en colère. C'était un déni, genre des gens qui ont un déni de grossesse, moi j'avais un déni de menstruation. Je sais, c'est arrivé, je portais un pyjama flanelle rose, mais genre super beau, rose bonbon. J'étais tellement contente de mon nouveau pyjama. Comme on peut l'être à 9 ans. Et j'étais tellement contente, j'adorais cette couleur. Et je me réveille, et puis il y a une énorme tache. Et je me souviens, il y a ma grand-mère, ma mère et ma tante qui étaient avec un crayon qui a scoopé mes culottes, qui l'inspectaient. Ma tante, elle est infirmière. Elle dit, ouais, c'est du sang. Et ma mère est comme, ah, déjà? Ma grand-mère est comme, faut faire attention. Et puis, c'est vraiment genre les trois parcs. Genre, des messages. Et moi, je suis genre, non, c'est du caca! Oh non! Et puis, je l'enferme dans les toilettes. Et puis, je prends un bain et j'ai envie de me laver, de me frotter jusqu'à temps que je perde ma peau. Et c'était tellement un traumatisme d'être menstruée aussi jeune. Et je suis tellement contente que j'ai fait une formation, un cursus au lycée de sciences, parce que du coup, j'en ai appris énormément sur le sang des menstruations, en tant que c'est hyper riche, ce que ça peut faire, le mécanisme du corps qui peut créer à tous les mois un être, et puis qui peut dire non, pas envie. Moi, je trouve ça tellement... On apprend ça au lycée au Canada, parce qu'en France, on n'est pas arrivé à ce stade-là. Ah, d'accord. Ça a l'air chouette. C'est une école privée, mais je trouvais ça vachement intéressant. Pour ça, moi, j'étais beaucoup plus intéressée. Et je voulais d'ailleurs devenir obstétrique, gynécologue et sage-femme. Au Canada, les sages-femmes, elles peuvent accoucher sans gynécologue, sans docteur. Ouais, et j'ai pas mal d'amis qui sont d'ailleurs sages-femmes au Canada encore aujourd'hui. Et je rêve de, genre, si j'ai un enfant, de rentrer au Canada 9 mois, de me faire... d'être prise en charge là-bas. Ouais, prise en charge là-bas, d'accoucher à la maison, d'être tranquille. Ouais. Voilà, quoi. Et quand vous dites que vous avez choisi d'être femme, c'est pas parce qu'il y avait d'abord un rejet quand vous expliquez cette espèce de dégoût que vous avez eu pour vos menstruations quand elles sont arrivées. Par la suite, vous avez voulu corriger ça, voulu épouser la féminité avec plus de joie ou Je trouve que j'ai vraiment... Quand j'ai eu mes règles, justement, j'ai commencé à avoir des formes. Et puis c'est marrant parce que du coup, beaucoup plus tard, j'ai beaucoup lu sur le fait que les jeunes filles noires, elles développent assez souvent plus tôt en Amérique du Nord. Elles ont leurs règles plus tôt, on les considère comme des objets sexuels beaucoup plus tôt. Et j'ai lu par rapport à ça. Et j'ai lu aussi par rapport à tout ce que a pu me nourrir le hip-hop en termes vestimentaires, où j'ai pu me cacher. Et pendant très longtemps, je me suis cachée. Je me suis dit, personne n'a besoin de voir mes formes, personne n'a besoin de voir mon corps, et je vais m'habiller en garçon. Et quand je dis que j'ai choisi d'être une femme, c'est quand je me suis dit, mais en fait, je fais peur et j'aime faire peur. Et à faire peur, ça donne du pouvoir. Et la première fois que je me suis dit que les femmes avaient du pouvoir, j'ai compris qu'en fait, les femmes faisaient peur. Elles faisaient peur aux gens, elles faisaient peur aux hommes, beaucoup. Et je me suis dit, ok, si je vais pas être une personne qui a la trouille, qu'on marche dessus, à qui on manque de respect, je vais faire peur. Et je préfère faire peur par ma féminité. Et c'est là que j'ai choisi d'être une femme. Mais ça c'est passé par quoi? Par des accessoires, par la mode, ou par des outils un peu visuels? Non, je pense que c'est juste comme une acceptation de mon corps. Une attitude. Ce qu'il pouvait faire, c'est une attitude. Après ça, genre, moi, j'avais pas vraiment des sous pour m'habiller de manière ou d'une autre. Et c'est marrant parce que quand je suis venue en France, j'étais tellement contente que je portais que des robes. La première année, je portais les premières 3 années, je portais que des robes. Parce que j'ai pas eu un seul pantalon. Mais rien à voir. Je pense que c'est plus une attitude. C'est juste, je me suis dit que
c'était la manière d'avoir plus de pouvoir et que j'avais pas de... Entre mes profs, mes oncles, mon père, etc., j'avais aucune preuve que les femmes avaient moins de pouvoir, en fait. Ouais. Je me dis non, elles ont... À chaque fois, on me prouve que les femmes, elles font plus, elles soutiennent plus, elles résistent plus. Et puis, j'arrête pas de lire des trucs genre oui, les femmes tolèrent plus la douleur et tout. Je suis comme, je le savais. Mais du coup, j'ai dit que je choisisse une femme autant parce que j'ai accepté ce que mon corps pouvait faire. J'ai accepté le fait que je sois née dans un corps avec des organes génitaux féminins, etc. Si quelqu'un veut le savoir. Mais pour moi, ça a toujours été quelque chose de cool, en fait. Et j'ai pas vu... À partir de ce moment-là, j'ai pas vu autrement... j'aurais dû être née un garçon. La seule fois où je me suis dit ça, c'était quand je remarquais que mon père aurait vraiment voulu avoir un fils. Et parce qu'il n'avait pas eu de fils, heureusement, en fait, nous, on a eu droit à être un peu garçon manqué quand on était plus jeune, et on n'était pas obligé de porter des robes quand on n'en voulait pas, etc. Seulement quand il y avait des fêtes de famille. Mais s'il avait eu un fils, je pense que ça aurait été mal pour nous, et puis il aurait fait une sorte de hiérarchie et tout. Ouais. Et heureusement, il ne l'a pas fait. Ceci dit, mon père a été élevé par une femme seule. Donc, qui sait? Respect. Alors, vous nous l'avez dit rapidement, vous avez commencé à vous destiner à une carrière plutôt médicale, puis vous avez bifurqué vers un master en éthique et société, je crois. Dès cette époque-là, vous commencez à affirmer une conscience politique très forte, vous faites du bénévolat, vous militez au sein de groupes LGBT. Est-ce qu'il y a des lectures à l'époque qui vous ont donné cette envie-là? Il y a un livre, quelque chose qui vous a donné envie de militer, en fait? En fait, j'étais directrice du centre de ressources des femmes de mon campus universitaire pendant 3 ans. Donc, je gérais une bibliothèque, une médiathèque d'ailleurs, et je dirigeais la campagne des monologues du vagin, la V-Day. Du coup, ça demande à déjà lire Eve Ensler, mais aussi de lire pas mal de Audre Lorde. Donc, j'ai beaucoup lu ça. Ah ouais, donc Audre Lorde, je voulais qu'on en parle. C'est vraiment quelqu'un qui a été impactante pour vous, j'ai l'impression. Oui, définitivement. Audre Lorde, Bell Hooks. J'ai lu des ouvrages féministes des années 70 assez importants comme This Bridge Called My Back. Et moi, avant même de penser au mot féminisme intersectionnel, je pensais déjà au féminisme parce que ça n'existait pas. C'était pas aussi répandu que ça sur les campus à l'époque. Moi, j'étais plus sur Bell Hooks et le féminisme noir. L'afroféminisme. Afroféminisme, je pense que c'est différent que féminisme noir. Black feminism. Que black feminism aux États-Unis, parce que c'est de différentes histoires, de différentes historiques et du coup de différentes timelines avec différentes actrices. Et du coup, moi, étant plus nord-américaine, j'ai un regard différent sur l'afroféminisme et je me mets à l'écart, en fait, et je soutiens mes consoeurs féministes ici. Mais après ça, je peux pas... Ça fait 10 ans que j'habite ici, alors peut-être que j'ai commencé à avoir des revendications en tant que femme noire qui habite ici depuis longtemps, en tant que femme noire lesbienne qui habite ici depuis longtemps. Mais pour l'instant, je me disais, donner la place aux femmes qui sont ici depuis le début. Ouais, c'est et qui œuvrent depuis le début et être sur les côtés, écouter et soutenir. Alors, donc, une fois diplômée, vous venez de nous le rappeler, vous partez pour Paris, donc vous avez 23 ans à l'époque. Est-ce que vous vous rappelez de la jeune femme que vous étiez à ce moment-là, des rêves que vous aviez surtout? Comment vous voyez votre futur à ce moment-là? Naïve. Je me voyais complètement naïve. Tellement naïve que j'ai pas pris de papier. Je suis arrivée avec mon passeport, j'ai pas fait de demande de visa. Passeport canadien comme ça, évidemment, pas de souci. Je me suis dit, personne ne me pose des questions. Et en fait, c'est marrant parce que j'avais jamais eu... Ça, c'est un privilège de passeport. On m'a jamais posé de questions d'où je venais ou si j'ai... Parce qu'avec un passeport canadien, on te laisse partir. Genre, à chaque fois que j'ai fait mes papiers, renouveler ma carte de séjour, on m'a toujours dit... on me traite un peu comme un chien. Et tout d'un coup, les gens ils se rendent compte que j'ai un passeport canadien. C'est comme... Ah, mais bonjour. C'est moins embêtant d'un coup, quoi. Et à chaque fois, ça me dégoûte encore plus. Ouais. Ça me dégoûte des gens. Je suis très naïve. Donc, je n'ai pas de papier. Je me fais entuber pour le premier appartement où j'habite. Mon premier coloc, je suis en sous-location et je me rends compte que mon coloc me demande 100 € de plus que l'autre coloc, qui, en fait, elle paie directement à la fille. Et du coup, moi, il me demande 470 plutôt que 370. C'était rien à l'époque. Et quand même, c'est une grosse différence. Et c'est la première fois que
quand je suis en France, j'étais tellement dans un truc de retrait, je suis pas chez moi et tout, je me sens un peu seule. La première fois que je gueule et que je genre comme non, je vais appeler mes avocats. Et j'avais pas d'avocat, j'ai juste appelé ma maison de disques. J'ai appelé ma maison de disques, j'ai dit, j'ai appelé mes avocats, tu vas voir. Et j'ai pas payé 2 derniers mois de loyer. Genre, débrouille-toi avec 2 derniers mois de loyer. Bienvenue en tout ça. Et pour ça, je me suis barrée. Et j'étais tellement en colère je me suis dit ouais, bienvenue en France, parce que c'était la première fois que vraiment je me faisais crosser, quoi. On m'avait trompée, et j'ai retenu ça comme une leçon, même s'il fallait la réapprendre plusieurs fois. Mais j'ai retenu ça comme une leçon, comme on peut pas faire confiance aux gens ici. Les Canadiens, ils gardent leur porte ouverte. Non, c'est pas pareil ici. Après, oui, c'est quand même pour la musique que vous êtes venu en France, je crois. Oui. Vous aviez remporté une bourse Lagardère pour pouvoir produire votre premier album, en fait, ici. Et donc, la musique était quand même le centre de votre arrivée en France. Mais j'ai lu quelque part que vos parents l'avaient un peu mal vécu, le fait que vous veniez dans le pays, en fait, dont Haïti avait dû se libérer comme une espèce de trahison, en fait. Mes parents, c'est comme, pourquoi est-ce que tu vas payer des impôts en France alors qu'ils nous doivent 21 milliards d'euros? Je comprends pas, Mélissa. Tu viens pour récupérer les 21 milliards d'euros? La punchline. Parce qu'Haïti, pour l'auditoire qui ne sait pas ça, Haïti a dû payer une dette pendant plus de 100 ans à la France pour assurer son indépendance. Et du coup, mes parents étaient... Déjà, ma mère, elle avait passé un voyage avec sa sœur en France et en Italie, et elle avait détesté la France. Et du coup, à part ma mère, il n'y a personne qui est venu me visiter. Ça fait 10 ans que je suis ici, personne n'est venu me visiter. Et mes parents, ils étaient juste dégoûtés parce qu'ils avaient fait en sorte de construire une vie où on ne pouvait pas nous déraciner, nous déloger, parce qu'ils étaient propriétaires d'une maison. Et ils ne comprenaient pas pourquoi je suis partie. En fait, dans les familles haïtiennes, tu restes dans la maison tant que tu n'as pas de mari, en fait. Ouais. Puis moi, je suis comme, je ne vais pas avoir un mari, c'est clair. Et voilà, et je savais qu'ils n'allaient pas vraiment approuver ma carrière musicale, vu que ce n'est pas vraiment pour eux une carrière. Mais mon père me répète régulièrement qu'il y a encore temps pour entrer à l'école de médecine. Malgré le succès que vous avez eu. Ouais, ils se rendent pas compte. En fait, ils se rendent pas compte. Je pense que c'est pas qu'ils veulent pas. Je pense qu'ils sont pas vraiment sur le web, ou ils sont au Canada, donc c'est loin. Au Canada, j'ai pas une notoriété énorme, à moins qu'on soit au Québec. Et ils se rendent pas compte. La première année, ma mère pensait que je me prostituais et que je me droguais. Mais non. D'où, deuxième album, justement, la chanson titre de deuxième album, c'est Postman. Et du coup, c'est une prostituée qui parle, travailleuse du sexe, qui parle à Dieu, qui est caché, déguisé en facteur, qui lui répète « T'inquiète, le royaume des cieux appartient aux misérables. » Et je suis genre « Ah, d'accord, ça va. » C'est mon héritage catholique qui revenait. Qui est encore fascinant. qui est encore fascinant dans mon écriture. Et du coup, elle explique sa vie. C'est aussi pas mal de questions par rapport à mon arrivée en France. Pourquoi est-ce que mes parents détestaient autant ma carrière de musicienne? Et pourquoi est-ce qu'ils le voyaient comme un équivalent de se prostituer, en fait? D'être dans l'industrie le entertainment, en fait. C'est vendre un peu sa chair. Et même moi, j'ai posé la question. Quoi, ouais. Et moi, j'ai posé la question vraiment, genre, combien est-ce que je vends ma chair? Combien est-ce que je vends... C'est vrai que le deuxième album, c'est énormément de questions identitaires, en fait. Pas que identitaires racines, mais pas des questions identitaires par rapport à ce que je produis comme travail, et ce que j'accepte de faire en public, en fait. Ouais. Et comment est-ce que j'arrive à naviguer ces questions. Donc l'album, pour moi, est beaucoup plus important que le premier. Le premier, c'est vraiment les premières chansons. Mais alors, juste pour refaire un petit... Voilà, donc en 2008, vous sortez Camphor et Copper, ça veut dire le camphre et le cuivre, avec le label No Format, avec lequel vous travaillez encore aujourd'hui. Et donc en 2012, Dying is a Wild Night, qui est un titre qui renvoie à un vers d'une autre poétesse américaine, Emily Dickinson. Donc oui, je voulais vous parler de ces albums-là, et vous êtes en train de me répondre avant que je vous ai posé la question. En fait, ils sont très personnels, et vous répondez un peu à la démarche politique d'Audre Lorde. Le personnel est politique, c'est-à-dire qu'à travers votre propre vécu, notamment un vécu d'exilé, vous décrivez en fait le monde et vous en dénoncez certains aspects. Oui, définitivement, mais je pense aussi que les gens...
Je pense que les gens, ils s'attendent pas vraiment à m'entendre parler de mon expérience. Je pense que je fais une première interview quand je suis arrivée ici, les gens disaient, mais tu perds beaucoup d'argent. Et je suis genre, ben moi j'ai grandi comme autonome, il faut vraiment avoir son propre argent et tout. Et c'est très mal vu en France de parler d'argent upfront. C'est toi que c'est maison de disques, blablabla. Je suis comme, oui, mais qui va le faire pour moi si c'est le nerf de la guerre, en fait. Qui va le faire pour moi si moi je le fais pas. Et du coup, les gens ont toujours été un peu surprises que je sois aussi ouverte. Et ma manageuse, maintenant que j'ai, Oriana, est toujours genre, garde un air de mystère autour de toi, quand même. Très français, un peu. Ça, comme conseil. Et puis, moi, je suis genre, mais je suis pas mystérieuse. Je porte pas de talons hauts. Je ne suis pas, je ne flotte pas. Je suis très terre à terre. Très ancrée à la terre. Je cherche toujours à m'ancrer. Je pose toujours la question de où est-ce que je suis, qu'est-ce qui est autour de moi, qu'est-ce que j'entends. Et du coup, ce deuxième album, Dying is Wild Night, était assez important pour moi pour montrer que je me définis de manière différente par rapport à ce que je vis. En fait, ça évolue. Et que pour moi, ce que je vivais en France, c'était que j'étais pas attendue, j'étais pas bienvenue ici. Ouais. Et ça a vraiment dérangé certains journalistes. Et ma maison de disque était comme, ouais, on dirait que t'es vraiment en colère contre la France. Essaie d'être moins vénère. Je suis comme, mais je suis vénère. Et je suis tout aussi vénère aujourd'hui. Je suis toujours tout aussi colérique, mais je le vis de manière autre. Parce que je trouve que ma colère, elle n'est pas là pour... Si je suis pour être en colère, il faut que ce soit une colère productive. Il faut que ça m'amène quelque part. Il faut que ça me propulse quelque part. Et pour être en colère, juste pour m'assoupir, pour m'auto-détruire, ça me sert strictement à rien. Et que ça donne raison aux gens qui essaient de travailler contre moi. Et ça les justifie, ça les galvanise. Mais ça ne mène en rien, en fait. Et du coup, moi, je garde ma colère, mais je la garde... c'est une colère joyeuse, et c'est une colère créative. C'est une colère créative, c'est une colère qui fait en sorte que je vais me sentir rassasiée. Pas seulement rassasiée, non, c'est pas un bon mot. Je vais me sentir plus que satisfaite, je vais me sentir contente. Je vais être contente et nourrie par ce que je fais pour pouvoir continuer. Si je me sens pas nourrie, j'arrête, en fait. Il y a une chanson qui m'a interpellée sur le deuxième album qui s'appelle Triggers, qui est accompagnée d'un très beau clip, car il y a aussi une dimension visuelle importante dans votre travail, et qui raconte une histoire amoureuse entre deux femmes qui finit mal. Cette chanson, c'est quelque chose qui est pas exprimé souvent dans la musique. Les histoires d'amour lesbiennes sont assez ignorées par la pop culture. Mais il y a tellement de jeunes groupes français queer en ce moment, je suis tellement excitée. C'est vrai. Il y a Christine and the Queen. Ah bah oui, c'est vrai. Il y a Hyphen. Il y en a beaucoup. Et je pense à des noms et je me dis, j'ai pas envie de faire de outer des gens. Oui, bien c'est sûr. sauvage, mais tout le monde est gay, hein. Et du coup, pour moi, c'était normal. Et j'avais pas nécessairement peur de... J'avais un truc où j'avais vraiment rien à perdre. Et puis, ceux qui m'aiment me suivent. Donc, si mes fans sont homophobes, j'ai pas envie d'avoir ces fans. Ouais. Tout ça, c'était pas hyper difficile de faire ce choix avec Terrence Nance qui a réalisé ce clip, qui a réalisé ce clip. Je suis encore amie avec la comédienne principale qui est aussi une cinéaste. Incroyablement belle. Jatavia, ouais. Jatavia. Et en fait, elle fait vraiment du cinéma expérimental, magnifique, féministe. Donc je conseille à tout le monde de checker son travail. Rappelez-moi son nom. Jatavia Gary. Jatavia Gary. Ouais. Okay. Je leur dis avec l'accent un peu français pour que les gens puissent noter. Et en fait, j'ai rencontré en personne et on s'est liés d'amitié et tout. Et quand Terrence a écouté la chanson, il a dit mais c'est un peu fou ce truc. Dans Triggers, justement, il y a cette idée de dynamique de pouvoir qui est malsaine, qui fait en sorte que à ce moment, elle dit écoute, moi, le personnage, donc moi, je vais te responsabiliser de la peine que tu m'as mise
et je vais me suicider devant toi. Et c'est hyper mélodramatique et tout. Je l'ai écrit assez tôt. Le suicide reste un acte qui me fascine et pour lequel j'ai le respect, surtout pour l'euthanasie. En tant que quelqu'un qui a étudié l'éthique, j'ai énormément de respect pour les personnes qui s'euthanasient. Avec toute la tristesse que je comprends que ça peut porter pour les familles qui sont à côté. Mais je suis vachement fascinée par ça. C'est quelque chose qui traverse mon travail, notamment pour la pièce de théâtre, pour le spectacle hybride. Et parfois, la fleur est un couteau. Mes tatouages, j'en ai au moins 2 tatouages, je ne me suis pas rendu compte, qui étaient des dessins de différents suicides. Un tatouage de Kara Walker, un dessin de Kara Walker d'une petite fille qui s'immole, petite fille esclave qui s'immole pour détruire la marchandise. Et un autre, c'est le suicide de Cléopâtre. Parce que je travaillais sur Edmond Lewis en Italie l'été passé et je voulais me rappeler de cette sculpture qu'elle a fait. Bah, peut-être que, je l'ai gardé pour plus tard, mais on peut peut-être les commencer. Désolée, il n'y a aucun problème. Je parle de manière très cyclique. Du coup, il n'y a pas de chronologie. Il n'y a pas de chronologie, je suis désolée. Donc ça fait sens. Mais voilà, vous avez fait un séjour à la Villa Médicis l'été dernier. Donc vous avez exploré la figure d'Edmonia Lewis, qui est en fait une artiste du 19e siècle, haïtienne-américaine. Elle était noire, elle était homosexuelle, et elle était aussi cross-dressed, je sais pas comment on traduirait d'ailleurs. Elle se travestissait en homme. Et elle était sculptrice à une époque où aux États-Unis, l'esclavage était encore en rigueur. On était quand même en train de se battre pour abolir l'esclavage. Et elle a réussi à avoir une vie d'artiste en Italie, à Rome. Et évidemment, elle a été oubliée. Et vous êtes allé sur ses pas la retrouver. Oui, et elle a été complètement effacée. Et pour ça, c'est marrant parce que quand j'étais en Italie, je lisais justement, j'étais toute contente d'être en Italie. Et je lisais un article sur la manière dont Mussolini avait effacé la présence des Afro-Italiens en Italie. Et je dis non. Et du coup, c'est hyper difficile. Mais mon projet a shifté un peu. Je me suis dit, bon, si ces Afro-Italiens ont été effacés, ou ces personnes afrodescendantes qui vivaient en Italie à l'époque ont été effacées, c'est à moi de trouver l'expérience d'une personne afrodescendante en Italie. Et du coup, je me suis liée d'amitié, j'ai rencontré pas mal d'artistes, de gens créatifs noirs en Italie, dont 2 haïtiennes italiennes, une créatrice assez connue qui fait des vêtements écolos, etc. Stella Jean. Stella Jean, elle est géniale. Stella Jean, j'adore son travail. Incroyable. Et on utilise beaucoup le wax, mais d'une façon hyper contemporaine. Elle est très, très cool. Et éthique. Et elle a vraiment une éthique de travail vachement belle. Et on a parlé 1 heure sur nos mères. Presque, parce que j'ai interviewé les gens, j'enregistrais, ou je les filmais, je voulais savoir leur expérience de personnes noires en Italie, et l'expérience était assez similaire, c'était fou, parce que du coup je comparais un peu avec les journaux, les bribes que j'avais de lettres de Edmond Lewis qu'elle envoyait, et c'était un peu la même chose où les gens sont fascinés par l'étranger, tant que l'étranger va partir. Et du coup c'est genre toujours mais quand est-ce que vous allez partir, et pour moi il faut me sentir un peu en sécurité, et je n'ai pas du tout senti, j'ai toujours senti comme un peu une touriste quand j'étais en Italie, voir un peu genre les gens un peu fascinés, genre c'est qui cette dame noire, qu'est-ce qu'elle fait ici, mais je me suis dit que je me protégerais toujours en disant don't worry, I'm leaving. I'm leaving soon. Mais j'ai pas mal d'amis qui, ils sont nés, ils ont grandi, même ceux qui sont pas nés, ils ont grandi, ils vivent en Italie, ils ont le droit de vivre en Italie. Et ce sont des vies assez intéressantes. Et la manière dont les gens ont de comprendre, de vivre le racisme est pas le même que vivre le racisme en France, n'est pas le même que moi j'ai vécu le racisme au Canada. Et donc c'est intéressant. Et j'espère y retourner pour finir de travailler sur Edmonia. Ouais. Et alors, puisqu'on est arrivé là, on va poursuivre, on va tirer le fil, parce que de cette résidence, vous avez tiré un spectacle qui s'appelle Parfois la fleur est un couteau. Donc c'est une épopée musicale afro-futuriste qui convoque la figure de Mami Wata, une divinité qu'on retrouve à la fois dans la culture vaudou caribéenne et dans les croyances des pays d'Afrique de l'Ouest. Et dans ce spectacle, si j'ai bien compris, vous
vous évoquez d'autres femmes oubliées par l'histoire, en fait. Par exemple, je crois qu'il y a la figure de Jeanne Duval qui apparaît. C'est un peu mélangé. C'est un peu mélangé. Ouais, J'étais grappillée sur Instagram des trucs que je trouvais sur le hashtag. Parce que ça reste très mystérieux. Il faut que je démystifie un peu là. Il s'agit du conte d'une jeune esclave qui s'appelle Azubuike. Et Azubuike, ça veut dire en Ewe, ça veut dire ton dos et ta force. Genre ton passé et ta force. Et je trouve ça vachement beau et parfait pour ce que je voulais raconter. Et c'est l'histoire d'une jeune esclave qui se retrouve poussée, séduite et en fait qui se rend compte qu'elle est emprisonnée au château à Cape Coast, qui est au Ghana actuel, un château où il y a la porte du non-retour, d'où partaient les esclaves. Et j'avais une très bonne expérience au Ghana où c'était le premier pays où les gens ils me disaient que je leur appartenais. Genre, tu viens d'ici. Ils me disaient, wow, même pas en Haïti, les gens me disent ça, c'est fou. Et puis les Ghanéens étaient persuadés que j'étais ghanéenne. Même pour les gens j'ai des amis qui sont nés en France d'origine ghanéenne ou en Angleterre, et tout le monde les appelle Blofonio, sachant, parce que la manière dont ils marchent, etc., ils disent non, toi t'es né ailleurs. Les gens pensaient que j'étais née au Ghana, ce qui me faisait, ça me faisait un peu la tremblote un peu. Mais du coup, j'ai eu une bonne expérience et je me suis dit, j'ai intégré ça dans quelque chose que j'écrirais à l'avenir. 5 ans plus tard, j'ai écrit cette pièce. Et c'est pas vraiment une pièce, c'est un spectacle hybride. Ce sont des chansons auxquelles j'avais pensé, qui sont du coup autour de cette Azubuike, qui, juste au moment de franchir cette porte, en fait, le panthéon des esprits des eaux lui propose de se noyer. C'est encore le suicide. Propose de se noyer afin de devenir Mami Wata et de s'assurer que les esclaves qui partent avec la traversée se souviennent de leur culte, de leur rite, de leur tradition. Et grâce à elle, les esclaves se souviendront assez de pouvoir créer le vaudou haïtien qui est connecté au vaudou de l'Afrique de l'Ouest. Et le truc qui est marrant aussi, qui m'a intéressé avec la Mami Wata, c'était l'idée de la muse. Et je voyais que la Mami Wata et la sirène dans le vaudou haïtien étaient à peu près la même. Et je voulais vraiment avoir quelque chose d'une muse qui inspire les artistes, mais en fait qui se venge, parce que la Mami Wata, elle se venge souvent quand on ne fait pas ce qu'elle nous dit de faire. Et du coup, Azubuike, elle saute d'un corps à un autre, d'un corps d'une muse à une autre. Et quand les artistes ne peignent pas, n'illustrent pas exactement la vérité, parce qu'elle fait en sorte qu'ils se souviennent de leur vie passée et du coup qu'ils arrivent à peindre de leurs souvenirs, de l'inspiration. Et quand ils ne peignent pas de l'inspiration, ils peignent quelque chose d'autre qui n'est pas vrai, parce que la vérité pour elle, c'est important, elle les tue. Il y a beaucoup de moi dans ce spectacle, il y a beaucoup de pensées générales sur le corps de la femme noire, le corps de la femme en général dans le monde de l'art plastique, la création par les femmes, et ce que moi je m'autorise à faire et ce que je m'autorise pas à faire, etc. En fait. Alors, on arrive enfin à Radio Sewell. C'est un album qui est né d'un voyage, votre second voyage en Haïti. Et vous étiez en quelque sorte parti sur les traces d'une autre femme importante du passé qui s'appelle Martha Jean-Claude, qui était un peu votre premier lien avec la musique haïtienne parce que votre maman l'écoutait petite. Oui. Alors, parlez-moi d'elle et parlez-moi de ce que vous avez rencontré d'elle en faisant ce voyage, donc en 2016, juste avant de sortir cet album. Donc moi, j'ai commencé sur ce projet il y a environ 8 ans. On m'a proposé... il y avait Agnès B. faisait une soirée en honneur d'Haïti, ou une semaine en honneur d'Haïti, en sa fondation. Et un des commissaires m'a proposé de faire une soirée de musique haïtienne. Et j'étais tellement à fond. Je suis comme, ouais, je vais faire ça. Ça suivait en fait les tremblements de terre à Port-au-Prince. Et en fait... j'avais à peine commencé à travailler, à faire des recherches, que le commissaire me dit finalement on va rien faire. Oh. Je suis genre quoi? Puis il me disait genre 2 mois plus tard, c'était horrible. Et moi j'étais dégoûtée parce que je me suis dit j'ai déjà commencé à chercher, j'ai trouvé des choses sur Martha Jean-Claude qui m'ont assez intriguée, notamment le fait qu'une chanson que je connaissais depuis que je sois toute jeune, ce soit en fait pas une chanson d'elle, mais une chanson... La part des chansons n'était même pas d'elle en plus. Mais ce soit une chanson de Augusta Sainte-Pradine.
et qui parlait de l'occupation américaine et qui se moquait des soldats américains. Je me suis dit, mais c'est hyper fascinant. Je peux pas juste l'oublier comme ça. Il faudrait que je fasse un travail dessus. Et je me suis dit que j'allais travailler sur ce projet sur 20 ans, sur 30 ans. Ouais, c'était le projet de votre vie, quoi, qui se présentait à vous d'un coup, quoi. J'ai travaillé dessus pendant 8 ans. C'est quand même pas mal. Et alors, juste pour donner une petite référence historique, donc entre 1915 et 1934, Haïti est occupé par les États-Unis. Et les chansons que vous avez ressuscitées à travers ce voyage sont des chansons qui étaient chantées à cette période-là, ou alors que vous imaginez qu'elles ont été chantées à cette période-là. Oui, exactement. Du coup, ce sont des chansons que je connaissais depuis que j'étais plus jeune. Et du coup, je me renoue un peu avec ce que j'écoutais quand j'étais petite. Mais c'est aussi une redécouverte d'Haïti par le vaudou et par ses militants. Notamment Martha Jean-Claude, du coup, qui était militante pas seulement à cette époque-là, qui était militante plutôt aux années 50 pour un différent président. Et qui a été exilée, elle, dans les années 50. Pendant 34 ans, elle a vécu à Cuba. Et elle chantait à Haïti de Cuba. Et ça sont les chansons que j'ai lues quand j'étais plus jeune. Mais quand je gratte un peu plus, je me rends compte que ces chansons étaient chantées à une autre époque, pendant les années 20, pendant la place des Américains. Et puis je suis retombée sur une chanson de Ludwig Lamotte, qui s'appelle Nibo, qui était chantée lors du départ des Américains. Et du coup, je trouvais des chansons, mais des fois, je trouvais des textes et je comprenais pas, ou des fois, je trouvais une mélodie, mais je trouvais pas les mots. Et du coup, ça a fait Radio Suel, parce que à chaque fois que je trouvais un nouveau truc, en fait, il me fallait 5 livres derrière pour interpréter. Donc, un livre, j'ai toujours une anthologie de chansons traditionnelles du vaudou haïtien. Genre un autre livre qui parle que de la musique haïtienne. Ah, mais celui-là, il parle pas beaucoup des femmes, du coup, il faudra en prendre un autre. Ah, on va prendre un livre sur le militantisme et la musique en Haïti. Ah, super, mais en fait, il parle 3 secondes des mentoprazines. Bon, j'en prends un autre. Et c'est parti comme ça, en fait. Ça c'est... Comme un puzzle que vous étiez en train de compléter au fur et à mesure, quoi. Et plus la moitié de la recherche a été faite en dehors d'Haïti, parce que j'ai fini par interviewer Gage Avril, qui a fait le premier livre que j'ai trouvé, c'est A Day for the Hunter, A Day for the Prey, qui est une musicologue spécialisée sur l'Haïti. Et je me suis retrouvée à faire pas mal de recherches dans les bouquins, sur le web, à trouver des articles qui ont été scannés il y a plus de 50 ans. Et moi, j'adore les casse-têtes. J'adore les casse-têtes. Du coup, le plus que c'était plus compliqué, le plus que le plus que je grattais pour avoir les définitions, les significations. Et j'étais fascinée par ce moyen d'écriture qui était hyper sophistiqué et faussement simple. Alors, ça tombait bien aussi parce que vous avez ressuscité ou recréé un champ de résistance en fait anti-américain. Et puis ça tombe bien parce qu'en janvier 2018, Donald Trump a prononcé cette phrase en parlant notamment des migrants haïtiens. Why do we want all these people from shithole countries? Donc autrement dit, pourquoi voulons-nous plus de migrants venant de ces pays de merde? C'est dur à traduire, shithole countries en français. Et donc vous lui avez adressé une réponse musicale qui est une chanson de cet album. J'ai réadapté Angelico qui est sur l'album. J'ai réadapté pour lui dire il faut rendre-nous l'argent, parce que les Américains, ils ont aussi soutiré de l'argent d'Haïti. Quand ils sont arrivés en 1914, les marines ont piqué la trésorerie nationale, ils ont détourné le président pour en poser un autre, ils ont changé les lois pour faire en sorte qu'ils pouvaient devenir propriétaires. Si on revient à ce que j'ai dit il y a super longtemps dans cette interview, les Haïtiens ont écrit la Constitution de telle sorte que seuls les Haïtiens peuvent être propriétaires de terres haïtiennes. Pour se déclarer haïtien, il faut se déclarer noir. Et ça, c'est dans la Constitution. Et du coup, ils ont changé la Constitution pour pouvoir s'emparer de terres. Il y a même un soldat qui s'est dit le roi de l'île de la Tortue, un truc ridicule comme ça, mais horrible. Et c'était hyper déprimant pour des Haïtiens qui avaient déjà connu une brillante décolonisation un siècle auparavant. Donc, moi, je lui ai adressé la parole pour lui chanter Angelico en lui dire garde le nom d'Haïti hors de ta bouche. Like, take Haiti out of your mouth. Give back the money. J'ai dit en créole. Et pour ça, je l'ai traduit à l'écrit pour au cas où
ses aides. Au cas où ça n'arrive pas. Au cas où ça n'arrive pas jusque-là. Et je n'ai aucune gêne à le faire parce que et ça m'a beaucoup fait rire parce que il a prononcé ça et les Haïtiens américains à New York en réplique se sont retrouvés à défiler, à manifester en dansant, en chantant avec des trompettes et je me suis dit mais c'est marrant, ça me rappelle la chanson sur l'album Joli Bois où j'imaginais que les gens étaient en train de manifester en dansant et en chantant avec des trompettes et des tambours et tout et voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont manifesté, ils ont eu une colère joyeuse. Et je me suis dit que j'avais eu le bon instinct de rester sur cet aspect de l'humour haïtien. Et là, cet aspect de la manière dont les Haïtiens ont de revendiquer les injustices, en fait. Alors, moi, il y a dans l'album une chanson en particulier qui me bouleverse. Je crois que la première fois que je l'ai entendue, j'ai eu des larmes aux yeux et je savais même pas de quoi elle parlait. Elle s'appelle Legba Na Console. Et en faisant mes petites recherches, j'ai découvert qu'elle avait été interprétée par une femme incroyable, qui était chanteuse, danseuse, la fille d'un grand chansonnier haïtien, Emrand de Pradine. L'instant de Pradine. Voilà, qui était donc... la fille de monsieur qui a écrit d'Auguste, l'instant de... Voilà. Et donc, elle est devenue... elle était militante, politique, elle a dû s'exiler aux États-Unis, elle est devenue anthropologue, elle a aussi beaucoup aidé la carrière de Martha Jean-Claude, dont vous parliez tout à l'heure, je crois. Elles étaient potes, elles étaient quand même rivales, mais sororité, rivales professionnelles, mais en fait d'une vraie sororité. Je pense qu'ils parlent de rivalité parce que c'est plus facile de parler de rivalité entre les femmes. Oui, voilà. Tout à fait. C'est comme ça qu'on réécrit l'histoire en général. Et voilà. Puis elle me faisait aussi penser à Maya Angelou, sa façon d'être à la fois danseuse et intellectuelle. Enfin, je la trouve incroyable. J'ai découvert grâce à vous. Et elle est morte cette année à 99 ans. Ah ouais. Il y a quelques mois. Et en fait, elle a surtout été reconnue pour sa volonté de vulgariser les chants et les rythmes traditionnels vaudous à une époque où ça se faisait pas trop. En plus, elle était un peu bourgeoise. Enfin, je me suis un peu geekée sur. Oui, pas de souci, mais elle est assez fascinante, Amanda Pradine. Mais elle les a popularisés alors que il y avait vraiment une sorte de scission des classes entre le vaudou qui est pratiqué par le peuple et puis les classes plus aisées, plus claires de peau, parce que quand on voit Amanda Pradine, elle est aussi très claire de peau, sont plus dans le catholicisme, le christianisme, etc. Elles ont plus friqué. Et elle, au contraire, elle était genre non, genre moi je suis haïtienne et si je suis haïtienne, c'est pour connaître mon peuple, c'est pour connaître ses chansons et c'est pour défendre ses valeurs. Et elle a gardé un peu, elle a continué le flambeau de son père qui défendait aussi Haïti et l'haïtianité. Tout en j'aime bien son côté sans gêne. De critiquer, elle a aussi critiqué différents présidents haïtiens. Elle est grand-mère d'un président haïtien d'ailleurs, Martelly, donc c'est un truc de fou d'ailleurs. Et elle a toujours été sans gêne, elle n'a jamais eu la langue nouée, elle a toujours dit ce qu'elle pensait et elle a toujours visé juste. Donc pour moi c'est quelqu'un que j'aurais vraiment voulu interviewer. Et j'ai pas eu la chance quand j'étais en Haïti. Mes amis disaient non, mais... Parce qu'on était à l'hôtel où elle habite, à Lawson. Son fils est propriétaire et puis ils font des concerts là toutes les semaines. Et elle était à l'hôtel et j'aurais pu demander d'une amie à une amie. Et j'ai pas osé. Je me suis dit non, je me sens pas légitime, je vais la faire chier. Mais voilà, Mélissa. Ben voilà, elle est partie. Elle est partie, c'est malin. Mais vous la verrez dans un autre monde. Et ça m'amène aussi à ce que vous convoquez, puis vous l'avez fait comme ça, à l'air de rien, pendant l'interview, l'occultisme, le mysticisme, la magie. Moi, ça me fait penser à un mode de résistance féministe qui est en train de se réveiller après un long sommeil, qui est la sorcellerie. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment aujourd'hui sur ces questions-là. Est-ce que vous l'envisagez comme ça, comme un mode de résistance politique aussi ? Oui. Et je vois ça comme aussi une sorte de retour vers la nature, en fait, où on écoute vraiment, parce que pour être occultiste ou dans la sorcellerie, faut vraiment être connecté, faut vraiment connaître ses herbes, faut vraiment connaître les plantes, faut connaître le rythme de la terre et le rythme de la lune, etc. Et je vois ça comme une sorte de retrouver son pouvoir en se retournant vers la nature et en voyant ce que la nature a à nous enseigner. Je trouve ça vachement intéressant. Et aussi
d'accepter un peu qu'on a des hauts et des bas et qu'on est un peu comme... Il y a une amie qui expliquait aussi la raison pour laquelle on est tous un peu lunatiques, c'est qu'en fait, on est 80% matière eau, matière aqueuse, et que la lune, elle fait monter les marées, elle les descend, etc. Et je disais, c'est juste. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si on arrive à accepter, à comprendre qu'on ne sera pas toujours... qu'on aura des moments où on sera plus vulnérable que d'autres, on arrive à comprendre son pouvoir, en fait. On devrait comprendre qu'il y a des moments où frapper, il y a des moments où se mettre en retrait, à calculer, qu'on va agir. Et je pense que je le vois plus comme ça. Je trouve que c'est une belle stratégie d'organisation, de surtout vers la nature et de regarder un peu comment ça s'organise, en fait. D'ailleurs, l'enchaînement est absolument parfait pour vous poser la question bizarre de la poudre. Comment vous entendez-vous avec votre utérus, Mélissa Lavo? C'est une relation... c'est une relation dangereuse. Moi, j'ai toujours peur de mon utérus. Je trouve que c'est... Je retourne sur ce fait que j'ai toujours voulu retrouver la médecine obstétre et gynécologique, et que je voulais être sage-femme, et que le corps des personnes qui peuvent porter des enfants me fascine. Ce mécanisme de pouvoir porter un enfant, de bouger des organes, parce que ton corps, il change, vraiment. Ton corps, il change. Moi, je n'ai pas porté d'enfant, mais j'ai une grande admiration et respect. Ton corps, il change, tout change. Et genre, une amie qui disait, je vais arriver à voir mes veines parce que j'ai 2 fois plus de sang qui pulse à travers mes veines. C'est fou, ça. Et on devrait un peu un monstre, en fait. Moi, j'adore les monstres, donc c'est un monstre de... c'est un bon truc. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas assez, parce qu'il y a énormément de maladies gynécologiques qu'on ne comprend pas assez, comme les fibromes, l'endométriose, le cancer du cervical. On n'en sait pas assez. Il n'y a pas vraiment de traitement pour le cancer cervical, par exemple. Ça, c'est le cancer que ma mère a eu avant de m'avoir. Donc, je ne savais même pas que je serais intéressée par l'utérus avant même d'être née. C'est toujours là, c'est toujours présent. Et je sais que pas mal de ces maladies affectent beaucoup les femmes noires. D'ailleurs, j'étais vachement touchée de voir la chanteuse Imani avoir tout un discours pour revendiquer qu'on fasse plus de recherches autour de l'endométriose. Donc pour moi, je sais pas, ça... Je sais pas, je pourrais encore en dire plus. Je pense... En tout cas, vous en faites un lieu politique tout de suite. Ouais, non, c'est un lieu politique. C'est relié à l'histoire du mariage. C'est de vente des femmes est une marchandise. Je pense aussi à l'ouvrage de Françoise Vergès, Le ventre des femmes, et le fait qu'on a complètement ignoré la stérilisation et les avortements forcés des femmes en Outre-mer à la Réunion, tandis que les féministes françaises étaient en train de se battre pour l'avortement, pour le choix de l'avortement, la contraception, et du coup je trouve que ça reste un lieu sur lequel un territoire un champ de bataille, en fait. Ça reste un champ de bataille. Dans cet entretien, on l'a compris, vous êtes une vraie passionnée, une vraie touche-à-tout, une travailleuse acharnée, très impliquée dans de nombreux projets. Vous êtes aussi très exigeante dans votre travail, dans la qualité de ce que vous produisez. Je me demande dans quelle mesure vous avez accès à votre chambre à vous. En ce moment, un peu moins. Parce que l'économie fait en sorte que je suis en colocation. Et je vais louer l'autre chambre de mon appartement que j'aime beaucoup parce qu'elle a le plus de lumière. Un jour, je la retrouverai, cette chambre. Très concrètement, vous avez perdu une pièce, donc. J'ai perdu une pièce où j'arrivais à écrire, à bosser. Mais en fait, à la base, je travaille beaucoup de mon lit. Ce qui n'est pas très bien pour mon dos, apparemment. Je travaille beaucoup de mon lit. Et mon lit, ça, autant que j'ai un bureau que j'arrive constamment à retirer, je retire tout, je le nettoie régulièrement et je retrouve toujours le lit comme la matrice des choses. Je trouve que c'est là où je crée le plus de choses.
C'est pas une chambre, mais c'en est presque. Un lit à soi. Un lit à soi. C'est important d'avoir un lit à soi. J'adore. Ça évoque quoi pour vous, la poudre? Plusieurs choses. Je pense forcément à gunpowder. La poudre à canon. La poudre à canon. Donc je pense à ce qui vient avant qu'on tire la gâchette. Le potentiel de la guerre, en fait. Après ça, c'est aussi... Moi, j'adore me maquiller. Je suis très, très coquette sur certains jours. Et pour moi, c'est une arme de guerre, en fait, le maquillage. C'est poser... C'est prendre de la place dans l'espace public. C'est se rendre hyper visible. Et je pense je prends un énorme plaisir à prendre mon temps pour me maquiller le matin. Et je trouve qu'on dit trop souvent aux jeunes filles noires qu'elles n'ont pas elles parlent trop fort ou elles sont trop joyeuses, elles prennent trop de place dans le métro. Et puis j'encourage toujours les jeunes filles à prendre autant de place que vous voulez. Manspreader comme vous voulez. Pas ça, mais vraiment, genre, n'hésitez pas à montrer votre plaisir et votre bonheur à l'exhiber. Et pour moi, la poudre, quand je mets ma poudre, c'est vraiment la touche finale, en fait, dans cette arme. Peinture de guerre, j'adore, j'avais jamais pensé. Merci beaucoup, Mélissa Lavo. Merci. Les bonnes à consoler, à tes bons à consoler. Consoler,